19h à Bamako et partout au Mali, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité nationale et internationale. Voici le principal titre de ce journal. Les nouveaux membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce lundi 10 août 2020 au Centre international de conférence de Bamako. Les nouveaux sages, conscients de l'immensité du défi, prennent ainsi officiellement leurs fonctions. Une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Marietou Diallo nous fera le compte rendu au cours de ce journal. Voici pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je l'annonçais en titre, prestation de serment des 6 membres de la Cour suprême au Centre international de conférence de Bamako ce lundi 10 août 2020. La cérémonie était présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec la présence effective d'un invité de marque, M. Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDEAO dans le règlement de la crise socio-politique au Mali. Marietou Diallo et Seydou Niari. Une audience à 2 séquences marquée par la prestation de serment des membres de la Cour suprême, chapeautée désormais par un magistrat de haut niveau, Wafi Ougadei Cissé. Le président de la République installe l'équipe composée du président, son vice-président, le procureur général près la Cour et le président de la section judiciaire. Monsieur Wafi Ougadei, Monsieur Ahmed Sam, Monsieur Boya Dambélé, Monsieur Sadikou Diarra, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi 02-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature, les chefs de juridiction et de parquet sont solennellement installés. Cette cérémonie, marquant un pas vers une sortie de crise, a enregistré la présence du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, les élus, les membres du gouvernement restreint, ainsi que toute la crème de la famille judiciaire. Je suis satisfait d'abord de cette prestation de serment, mais je suis satisfait de la qualité des hommes et des femmes en présence. C'est des hommes et des femmes, je pense qu'ils vont mesurer aujourd'hui la situation sociale du pays en adaptant aujourd'hui tous les actes, tous les comportements par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui va se passer. Car il faut le dire, dans ces pays-là, les choses ont changé, les choses vont changer et il est impératif aujourd'hui de s'adapter à la situation nouvelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis très satisfait de la cérémonie que nous avons réunie aujourd'hui. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, pour sa plaidoirie, moment d'extase pour la famille judiciaire, a mis en exergue les qualités et compétences de ces hommes qui sont des références dans la grande famille judiciaire malienne. Nous célébrons aujourd'hui les hauts magistrats. Monsieur le Président, Wafi Ougadei, magistrat que nous connaissons pour l'avoir pratiqué dans le prétoire, que nous aimons pour la qualité de son origine, pour la simple raison que nous estimons que nous appartenons à cette grande famille judiciaire et en vertu des dispositions de l'article du règlement numéro 5 qui organise la profession d'avocat, nous sommes acteurs de la justice. C'est extrêmement important, Monsieur le Président, et nous avons suivi tous ces moments palpitants du déroulement de la justice africaine, mais aussi, Monsieur le Président, de l'ouverture, sinon de la consécration des grands chantiers pour lesquels le Mali a apporté une contribution inestimable. Je vais dire le chantier de la construction de la justice universelle, africaine, internationale, mais aussi de la justice tout court. Monsieur le Président, nous célébrons et nous avons aussi la chance de recevoir Monsieur le vice-président de la Cour suprême, le juge Ahmed Sam, que nous connaissons parfaitement, Monsieur le Président, que nous avons pratiqué et qui a porté la preuve de sa compétence non seulement au niveau strictement professionnel, mais également au niveau de l'engagement qui sied à tout magistrat d'apporter sa contribution à la construction du corps de la justice. Nous avons, Monsieur le Président, au cours de cette cérémonie solennelle, notre frère, notre cadi, mais aussi le magistrat
le haut magistrat, M. Boya Dambélé, qui va désormais occuper les fonctions de procureur général auprès de la Cour suprême du Mali. Monsieur le Président, le barreau se réjouit de ces promotions, mais le barreau entend réaffirmer ici qu'il est de notoriété que la justice est animée par des hommes et des femmes de corporations d'horizons diverses. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont aussi prêté serment ce lundi 10 août 2020. Une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Les 9 sages, conscients de l'immensité du défi, prennent ainsi officiellement leurs fonctions. Nous restons avec Maritou Diallo et Seydou Niari. La Cour, une deuxième fois, a siégé pour faire prêter cette fois-ci le serment aux membres de la Cour constitutionnelle. Après la lecture du décret portant leur nomination par le secrétaire général de la présidence, le président du Conseil supérieur de la magistrature, en l'occurrence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, a fait prêter serment aux 9 sages, magistrats et avocats, des hommes de droit émérites et expérimentés en plus. Je le jure, devant les caméras braquées et sous l'œil du peuple, l'instant fut solennel. Les 9 membres de la Cour qui viennent de prêter serment avant que ce faire se sont réunis dans la salle de réunion. Le reporter, M. Dematal, le conseiller du juge de la Cour, le président, après l'ouverture de la séance, a donné lecture des articles 92 et 20, effectivement de la Constitution et de la loi organique. Après discussion, la réunion a retenu le principe du vote secret. Le bureau d'investigation a enregistré la seule candidature de M. Amadou Ousmane Touré. À l'issue de l'unique tour du scrutin, le dépouillement a donné le résultat suivant. M. Amadou Ousmane Touré, 9 voix sur 9 votants. Ainsi, M. Amadou Ousmane Touré, ayant recueilli le plus grand nombre de voix, a été déclaré élu à l'unanimité avec acclamation en raison de la loi organique sur la Constitution constitutionnelle. Le président a remercié l'ensemble des conseillers pour la confiance unanimement placée en lui. Il a invité le conseiller à justifier la confiance placée en lui par les autorités de nomination, premier rang desquels le chef de l'État, et de tout. Le procès de loi a été placé pour le conseiller au greffe de la Cour constitutionnelle. Nommés le 7 août 2020, les 9 sages sont renvoyés à leur devoir dans un contexte de crise sociopolitique qui a d'ailleurs occasionné le remembrement de la Cour. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré, élu à l'unanimité avec 9 voix, dit mesurer l'ampleur du défi. Un nouveau virage du Mali constitutionnellement. Pour rappel, la Cour constitutionnelle, 5e institution de la République, statue sur la constitutionnalité des lois organiques, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les conflits d'attribution entre les institutions de la République et la régularité des élections. En tout cas, la tâche s'annonce ardue, mais le peuple fonde beaucoup d'espoir sur les 9 sages pour un changement positif. Et juste après les 2 cérémonies de prestation de serment, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a animé une conférence de presse. Expliquer le contenu des 2 cérémonies en était l'objectif. Maître Kassoum Tapo a également fait le point sur l'enquête en cours pour faire la lumière sur les actes barbares survenus lors des événements des 10, 11, 12 et 13 juillet dernier. Nous restons avec Maritou Diallo. Donc nous avons une Cour suprême totalement complète aujourd'hui pour remplir son rôle de haute juridiction, de la plus haute juridiction du pays. Et d'après notre constitution, c'est cette Cour suprême qui s'ajoute à l'Assemblée nationale sous la présidence du président de la République pour recevoir le serment des membres de la Cour constitutionnelle. Ces derniers aussi ont été nommés conformément à la Constitution et aux recommandations de la CEDEAO. Vous avez 3 membres qui ont été nommés par le président de la République, choisis sur une liste de la société civile qui a été mise en place sous l'égide de la CEDEAO. Nous avons eu recours à la même commission
pour désigner les membres de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, d'après la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui désigne 3 membres. Mais en raison de la situation de crise, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé au président de la République, qu'il a accepté, que le président de l'Assemblée nationale ne désigne pas les 3 membres, mais qu'il fasse choisir par le bureau de l'Assemblée nationale sur une liste proposée par la société civile. Maintenant, j'en profite pour faire 2 autres points sur les enquêtes en cours concernant les événements des 10, 11, 12, 13 juillet. Là également, quand je suis arrivé au département, j'ai trouvé que le procureur de la commune 3 avait déjà saisi un juge d'instruction pour ouvrir une information qui est en cours, où on doit entendre les témoins et les victimes. J'ai demandé aux bâtonniers de l'ordre des avocats de désigner des avocats pour assister les victimes, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits et qu'elles puissent efficacement contribuer au déroulement de l'enquête. Parallèlement, j'ai saisi la MUNISMA qui m'a dit avoir ouvert également une enquête qui a beaucoup avancé, et je l'ai invité à se mettre en rapport avec le juge d'instruction pour verser à son dossier les éléments qui auront été recueillis lors de cette enquête de la MUNISMA. Et j'ai demandé également à la MUNISMA d'associer la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. L'actualité sur un tout autre plan, le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, et une forte délégation de retour pour les festivités de la Ziyara ont été accueillis dans plusieurs localités. À l'initiative des riverains, cette rencontre est devenue une tradition au fil des années afin de recevoir des bénédictions. Commentaire Moussa Famba. Comme chaque année après les festivités de la Ziyara de Tamani, où des milliers de participants des 4 coins du monde prennent part aux différentes activités, dont l'objectif vise à implorer la miséricorde divine en la mémoire des illustres disparus, le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar, et sa délégation reprennent chemin pour Bamako. Pour cette édition, la tradition a été respectée le week-end dernier. À noter que la dernière étape qui marque la clôture du recueillement est suivie d'une série d'activités tout au long du trajet. A commencer par Tamani, aux environs de 15 heures, où la délégation s'est rendue chez Bassitan Traoré, noble maire du guide, ensuite au cimetière pour formuler des vœux aux pèlerins en ayant une pensée pieuse pour notre pays qui traverse une crise socio-politique sans précédent. De passage, tous les riverains sous une fine pluie étaient sortis massivement afin de témoigner de leur affection et reconnaissance au guide spirituel des Ansar pour ses diverses actions entreprises en faveur de l'islam et du développement socio-économique des communautés. Accueilli dans la résidence chérifienne à son arrivée à Baroueli par les Ansar et sympathisants, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils à l'assistance avant de passer à la prestation des 6 serments de l'islam. L'étape de Fana fut marquée par une cérémonie d'accueil sous la pluie, toute chose qui prouve à suffisance la volonté affichée par les Ansar et ses partisans de demeurer sur la voie tracée par le guide. Pour sa part, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans son allocution, s'est réjoui de l'engagement des Ansar à soutenir l'islam. Des séances de bénédiction à l'endroit de toute la délégation à Bamako dans la résidence chérifienne est la dernière étape qui marque la fin des activités de la Grande Ziyara de Tamani 2020. Vivement l'édition prochaine. Le mois d'août est souvent caractérisé par une abondance de pluies diluviennes en période hivernale. Un phénomène qui constitue un sérieux motif d'absentéisme dans les services publics et privés. Les administrations tolèrent-elles des retards, sinon des absences dans les bureaux en cas de pluie toute la journée? Et comment les travailleurs font-ils pour rallier les services sous de fortes pluies? Des éléments de réponse avec Fatoumata Yayakane. La saison pluvieuse est une période annuelle très considérable, mais parfois difficile à vivre, surtout pendant le mois d'août.
Cet état de fait n'est pas sans conséquence sur le bon fonctionnement des services publics et privés, car les taux d'absentéisme et de retard s'accroissent dans les bureaux en cas de pluie. À notre passage dans certains services publics, tout comme privés, il y a des administrations qui reconnaissent formellement les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, liées justement aux perturbations de mobilité en ville. Donc du coup, je prends l'exemple sur notre société. Donc nous, on a été vraiment clément. Voilà, donc les retards ou les absences dues aux perturbations causées par la pluie. Voilà, donc on est vraiment clément sur ces points. Voilà, donc du coup, on demande vraiment au chef d'entreprise, voilà, donc d'être clément. Voilà, donc la sécurité de l'agent doit être le plus important. Voilà, donc après la pluie, après l'évacuation des eaux, voilà, donc du coup les employés peuvent venir au bureau. On met ça dans le cadre des cas de force majeure qui empêchent les agents d'être au poste. Mais si ce n'est pas des pluies diluviennes, des pluies ordinaires là, donc nous demandons aux agents quand même de venir au lieu de travail, d'occuper leur poste. Sinon, à part ça, s'il y a des pluies diluviennes, l'administration même place ça dans le cadre des cas de force majeure. Comme ça, les agents peuvent être tolérés par rapport à ça. Sinon, là où nous sommes en cette 21e siècle, la pluie ne doit pas empêcher un agent d'accéder à son lieu de travail. Selon certains interlocuteurs, cette attitude est indépendante de leur volonté. Et le fait que les travailleurs viennent en retard souvent est dû à l'état des routes, de la circulation routière. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup de dangers lorsqu'il pleut. Les routes sont inondées. Pour les motocyclistes, le fait de sortir sous la pluie peut entraîner beaucoup d'autres problèmes. L'état de santé et les accidents de circulation, je ne le souhaite pas. Donc, ce que je peux recommander maintenant aux agents administratifs, c'est de ne pas du tout tenir rigueur aux employés. Parce que c'est indépendant vraiment de leur volonté. Donc, de faire abstraction des retards des employés. D'autres reconnaissent également qu'il est nécessaire de doter les employés des équipements de protection comme des imperméables et des parapluies pour mieux accomplir leurs devoirs. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de causes. D'abord, il y a des questions de civisme, des questions de moyens aussi et des questions d'information. Parce que les gens ne savent pas que rester à la maison soi-même doit être puni. Donc il doit y avoir de la rigueur par rapport à ça. Et le civisme aussi, on doit être doté de ça pour vraiment construire notre pays. Et puis contribuer maintenant au développement du pays, c'est en travaillant surtout. Donc par rapport maintenant aux moyens, les gens doivent aussi être dotés des matériels, surtout les imperméables et autres, pour pouvoir venir sous la pluie quand même. Donc c'est ces différentes difficultés qui font que les services sont souvent paralysés quand il y a la pluie. Donc nous pensons qu'on doit réellement mettre tout en œuvre pour éviter ça, parce qu'il y a de ces pays aussi où il pleut beaucoup plus que chez nous et où ils travaillent aussi encore beaucoup plus sous la pluie que chez nous. Donc on doit se servir de ces exemples pareils, et voir aimer notre pays, aimer notre travail et puis contribuer pour le développement de notre pays. Donc les précautions à prendre par rapport à l'administration, il faut prendre des précautions en dotant les employés soit des moyens de transport, soit les habits en caoutchouc ou bien les parapluies. L'administration prend ses précautions par rapport à la saison de pluie, surtout en mois d'août. Il est à noter qu'il est mieux de sécuriser la vie de chacun de nous et chaque employé et employeur est appelé au respect de leurs engagements pour un avenir meilleur. Cap sur l'actualité africaine et internationale, commenté par Sadio Sidibé. Dans le tour d'horizon de l'actualité de ce mardi, le Tchad fête les 60 ans de son indépendance ce 11 août 2020. 11 août 1960, à Fort-Lamy, la capitale du Tchad, François Tombalbaye, premier président du pays, vient de proclamer l'indépendance. C'est en pleine nuit, après un discours du ministre français de la Culture, André Malraux, représentant le général de Gaulle à la cérémonie. Quelques heures plus tard, un grand défilé de l'indépendance est organisé à Fort-Lamy et envahissait le premier drapeau du nouveau pays.
En ce jour des 60 ans de l'indépendance du Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno devrait être élevé au rang du maréchal, ultime niveau de la hiérarchie militaire, au cours d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale. Ce titre honorifique avait été attribué au chef de l'État tchadien en juin dernier par des députés de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas tardé à créer la polémique. Pour l'opposant Saleh Kebzabou, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. L'actualité sécuritaire au Niger voisin, l'ONG Acted porte plainte après l'attaque contre ses employés. Elle va déposer dans les prochains jours une plainte à Paris après l'attaque contre ses employés au Niger qui a fait 8 morts dimanche, dont 6 Français. La mort de ces 4 hommes et 4 femmes dans la région d'Écouré, non loin de Niamey, survient dans un pays régulièrement frappé par les groupes djihadistes sahéliens dont l'État islamique au Grand Sahara et IGS. Les humanitaires d'Acted, leur chauffeur et un guide touristique, tous 2 Nigériens, ont été tués par des hommes armés lors d'une excursion touristique dans un parc à 60 km au sud-est de Niamey, qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Le parquet national antiterroriste français a annoncé avoir ouvert une enquête notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'actualité en France, violent incendie à Vincennes, 2 morts et un immeuble dévasté. Les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi dans un immeuble d'habitation situé à la rue Joseph Gaillard. L'origine de ce drame n'est pas encore connue. Un incendie d'une rare violence a ravagé dans la nuit de lundi à mardi un immeuble d'habitation à Vincennes, Val-de-Marne. 2 personnes sont décédées, a confirmé aux Parisiens la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, qui compte également un blessé léger dans ses rangs. Il était environ 1h du matin et quand les soldats du feu ont été alertés par plusieurs riverains en panique. Un bâtiment de 7 étages situé rue Joseph Gaillard est dévasté par les flammes. Les habitants réclament de l'aide aux fenêtres. Près de 150 pompiers sont alors dépêchés sur place. Ils secourent une dizaine d'occupants mais retrouvent aussi les corps inanimés de 2 personnes. Une femme piégée par les flammes est découverte au 2e étage, puis un homme de 50 ans au rez-de-chaussée. Ce dernier s'est vraisemblablement défenestré. Les circonstances de ce drame restent encore inconnues. Les enquêteurs de la préfecture de la police de Paris sont sur place pour déterminer l'origine du fait. L'actualité sanitaire, plus de 20 millions de cas de Covid-19 dans le monde. Le nouveau coronavirus continue de se propager sur la planète où le seuil des 20 millions de cas a été franchi lundi. Les mesures sanitaires ont été musclées dans plusieurs pays et villes comme Paris où les riverains doivent désormais porter le masque dans les quartiers les plus fréquentés. Plus de 20 millions de cas de contamination au coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde selon un comptage réalisé par l'agence France Presse AFP à partir de sources officielles mardi 11 août à 0h15 heure de Paris. Au total, au moins 20 2577 cas dont 733 842 décès ont été déclarés. Plus de 4 cas de Covid-19 sur 10 se situent aux États-Unis et au Brésil, les 2 pays les plus touchés au monde avec plus de 5 millions de cas pour plus de 163 000 décès pour le premier et plus de 3 millions d'infections, 102 000 morts pour le second. La bataille contre la pandémie continue en Europe. L'actualité aux États-Unis, le président américain a expliqué que le Secret Service avait tiré sur une personne à l'extérieur de la Maison-Blanche. Le lieu a alors été brièvement placé en confinement. Donald Trump a brusquement interrompu lundi 10 août une conférence de presse
à la Maison Blanche, brièvement placé en confinement après des tirs survenus à l'extérieur de la clôture entourant le complexe présidentiel. Le chef de l'État a été escorté par le secret service chargé d'assurer sa protection. La police a tiré sur quelqu'un, a expliqué Donald Trump à son retour devant les journalistes. À la question de savoir si ce suspect était armé, le président a répondu « D'après ce que je comprends, oui, c'était à l'extérieur de la barrière de la Maison Blanche », a-t-il ajouté. « Cela n'a peut-être rien eu à voir avec moi ». Et nous bouclons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par le Liban. Sous la pression de la rue, le Premier ministre libanais annonce la démission de son gouvernement. 6 jours après la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi la démission de son gouvernement. La colère de la rue a été entendue, du moins est-ce qu'a souhaité faire entendre le Premier ministre libanais Hassan Diab en annonçant lundi 10 août la démission de son gouvernement. Lors de son allocution, il a déclaré que la double explosion dans le port de Beyrouth survenue le 4 août dernier était le résultat d'une corruption endémique. En moins de 24 heures, 4 ministres avaient déjà quitté leur poste. Dans l'après-midi, le gouvernement avait tenu une réunion au cours de laquelle la plupart des ministres étaient en faveur d'une démission du cabinet, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la double explosion au port de Beyrouth due à un dépôt de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui a fait au moins 158 morts et 6000 blessés. Ainsi s'achève cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Ne quittez pas tout à l'heure à partir de 21h. Fatoumata Yayakane sera là pour la version en langue Bamanaka. Quant à moi, je vous dis bonsoir et restez connectés à notre programme. Merci.